Elon Musk, en 2021, avait ri publiquement d'une entreprise chinoise qui s'appelle BYD. De mémoire, c'est Beyond Your Dreams, la nomenclature de ces trois lettres-là. Il mentionnait publiquement que c'était pas une entreprise sérieuse, que c'était pas une entreprise qui allait être vraiment forte compétitrice à Tesla au bout de la ligne. Eh bien, on l'a annoncé il y a quelques semaines de ça que, selon les prévisions, BYD allait dépasser Tesla en nombre de véhicules livrés total dans un trimestre. C'est officiel, la tendance a continué, même s'est accélérée. 525 000 livraisons pour BYD, pour le constructeur chinois au Q4. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires en compagnie, comme à chaque semaine, de Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Antoine, en pleine forme. En pleine forme. Et pour les gens qui ne le savent pas, Jonathan, c'est un petit peu notre éditeur en chef sur le podcast Hypercroissance, discussion d'affaires. C'est toujours lui qui arrive avec les nouvelles et qui me dit, il y a ça qui s'est déroulé, il y a ça qui s'est déroulé, est-ce que tu l'as vu passer? Je le vois toujours passer un petit peu, mais je porte pas nécessairement autant de temps à le lire. Et Jonathan est toujours prêt à analyser et nous l'expliquer un petit peu sur le podcast. Il y a plusieurs nouvelles parlant de ce qui se déroule avec OpenAI et également des anciens de chez Apple qui va être intéressant de discuter. Peut-être qu'on pourrait commencer à parler un petit peu de ça avec notre audience aujourd'hui, Jonathan. Absolument, Antoine. On avait parlé dans un précédent podcast d'une rumeur que Sam Altman, OpenAI, est en train de créer peut-être un partenariat avec Johnny Ive, qui est vraiment le génie derrière les différents designs des produits d'Apple. C'est un petit peu le bras droit de Steve Jobs à ce niveau-là. Johnny Ive, qui avait quitté Apple il y a quelques années pour fonder sa propre compagnie, il a été chercher des gens extrêmement talentueux au niveau design dans plein d'entreprises à travers le monde. Et là, il y a une nouvelle qui vient de sortir aujourd'hui. Johnny Ive aurait été chercher un autre de ses collègues qui était ancien collègue de chez Apple. Donc, la personne qui est officiellement en charge, le VP qui est en charge de tout le design des produits, des sous-produits iPhone et Apple Watch chez Apple. Et là, la rumeur est que Johnny Ive, cette personne-là qui s'appelle Tang Tan, et Sam Altman seraient en train de créer quelque chose pour développer un produit physique qui va intégrer la technologie d'OpenAI. Pour moi, c'est deux nouvelles qui sont extrêmement emballantes ou plutôt intéressantes à discuter. La première, c'est du côté de ce fameux périphérique-là ou ce fameux produit-là qui pourrait naître de cette alliance-là. Donc, c'est un petit peu un mix de Steve Jobs, de sa vision, de la logique qu'il y a eu il y a quelques années et de l'aspect design que Johnny Ive peut apporter avec le côté Sam Altman qui est l'intelligence artificielle. Moi, j'ai mis un pari là, ouvert aujourd'hui qui va peut-être avoir quelque chose de révolutionnaire qui va se produire dans les 12 à 24 prochains mois, quelque chose qui va sortir probablement du champ droit qu'on n'aura pas vu venir, qui va probablement simplifier nos vies et accélérer l'introduction de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, autant au travail que du côté personnel. Fait que ça va être super intéressant, je pense, à suivre cette histoire-là. Mais quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte que le départ de cette personne-là chez Apple, qui est une série de beaucoup de départs chez Apple depuis que Johnny Ive est parti. Donc, depuis 2019, il y a eu 14 membres de l'ancienne équipe de Johnny Ive qui ont quitté Apple, une grande partie pour joindre la nouvelle entreprise de Johnny Ive. Et ce qui est curieux là-dedans, c'est qu'on aurait pensé que les gens qui quittent ou les personnes haut placées auraient été remplacées par des gens de design. Eh bien, le VP design qui vient d'être débauché de chez Apple pour être amené dans l'équipe de Johnny Ive a été remplacé par un chef des opérations et pas quelqu'un en design pour venir chapeauter tout le côté design du produit du iPhone et du Apple Watch. Donc, c'est vraiment curieux. Encore quelque chose qui se passe chez Apple que moi, je comprends pas, honnêtement. On est en train d'enlever le côté artistique, le côté design, le côté cœur qu'on voyait dans les dernières années. Et pour moi, je vois pas ça comme une bonne nouvelle pour le futur d'Apple, d'avoir tout ce talent-là qui quitte, qui est remplacé par des gens qui sont un peu plus des gens de chiffre et d'opération et non plus artistiques, rapprochés vraiment du besoin que le client peut avoir au final. Ils sont mieux de frapper un coup de circuit avec leur casque d'intelligence artificielle, ou plutôt, pardonne-moi, le casque de réalité virtuelle. Ils sont obligés de frapper un coup de circuit Apple là-dessus parce que ça fait quelques fois, Jonathan, qu'on en parle sur le podcast.
L'innovation chez Apple, ce n'est plus ce que c'était. On est souvent deuxième sur des produits. Les ventes d'iPhone ne font que descendre d'une année à l'autre continuellement. Donc, clairement, un manque d'innovation qui peut se traduire par une descente des ventes. Et si en plus de ça, on voit des talents importants qui quittent le navire et qu'on les remplace pas ou qu'on les remplace par des gens d'opération, ça en dit long sur la narrative qui s'est installée dans l'entreprise, là. Absolument, absolument. Donc, je pense que c'est plus une main de fer de Tim Cook qui est très fort en opérationnel, qui est en train de prendre le dessus. Comme tu dis, ils n'ont pas le choix de frapper fort avec le casque devant nous parce que sinon, on ne voit pas d'autres produits qui peuvent lancer rapidement et efficacement. À moins qu'ils nous sortent encore un lapin du chapeau. Je ne sais pas si j'ai la bonne expression, mais comme ils ont fait avec l'iPhone il y a quelques années, on ne s'attendait pas de ça et ça a ouvert tout de suite une nouvelle catégorie dans un océan bleu pour eux. Jusqu'à date, il n'y a aucun signe qu'il y a ça qui arrive devant nous, autant en intelligence artificielle que dans un produit physique révolutionnaire. Il n'y a pas de signe avant-coureur de tout ça. Outre le fait qu'on sait qu'ils ont embauché beaucoup de gens, de compétiteurs de véhicules électriques, donc des hauts placés dans des compagnies à la Tesla et autres entreprises similaires. Donc, fort à parier qu'ils sont peut-être en train de travailler sur un modèle de véhicule, mais les autres sont tellement rendus avancés que je ne vois pas comment Apple pourrait rattraper à ce moment-là où est-ce que les autres sont à l'heure actuelle. Et parlant de véhicules, lui qui, on pensait, avait une avance sur tout le monde, finalement a l'air de peut-être se faire dépasser au niveau des ventes. Tesla ici. Absolument. Elon Musk, en 2021, avait ri publiquement d'une entreprise chinoise qui s'appelle encore BYD. Je pense de mémoire, c'est Beyond Your Dreams, la nomenclature de ces trois lettres-là. Et il mentionnait publiquement que c'était pas une entreprise sérieuse, que c'était pas une entreprise qui allait être vraiment forte compétitrice à Tesla au bout de la ligne. Eh bien, on l'a annoncé il y a quelques semaines de ça que selon les prévisions, BYD allait dépasser Tesla en nombre de véhicules livrés total dans un trimestre. C'est officiel, la tendance a continué, même s'est accélérée. 525 000 livraisons pour BYD, pour le constructeur chinois au Q4 qui vient de se terminer. Uniquement en Chine, je crois bien. Je pense qu'ils ne sont plus juste en Chine. Je pense qu'ils ont commencé à ouvrir un petit peu en dehors de la Chine. Donc, Tesla, 484 000 livraisons, 525 000 pour BYD. Ce qui est impressionnant, par contre, là-dedans, c'est que c'est un saut de 73 % de croissance. Wow. Donc, autant au niveau vente, commercialisation, qu'il faut produire aussi en arrière, là. Donc, on voit qu'ils ont la capacité d'aller rapidement, de croître rapidement. Il y a beaucoup de subventions, par contre, que le gouvernement chinois donne à cette entreprise-là à l'heure actuelle, donc à quel point ça vient influencer les ventes, bien que les gouvernements, exemple canadiens, européens et aux États-Unis donnent également des subventions. On le voit ici au Québec, c'est très fort subventionné. Ce qui est intéressant, par contre, vas-y Antoine. Non, continue. Je pense que je pourrais rajouter des points par la suite concernant Tesla, mais j'aimerais peut-être en savoir un peu plus parce que c'est assez intéressant ce sujet-là. Ce qui est intéressant à regarder, c'est la narrative de l'action boursière derrière tout ça. Parce que ça n'en dit long, mais ça dit des histoires complètement inverses. Pour BYD, ils ont à l'heure actuelle les plus grosses marges que Tesla. Ils ont une croissance plus vite. Et dans la dernière année, selon ce que j'ai eu comme information, ils ont baissé de 27 % en capitalisation boursière. Donc, le titre a pris un recul de 27 % pour venir se situer proche de 550 milliards de dollars de capitalisation boursière. On regarde Tesla, qui n'a pas la même croissance, qui n'a pas les mêmes marges. Le titre s'est apprécié de 98 % depuis un an. Ils avaient eu quand même une belle débandade par le passé. Bien sûr. Mais ils ont une capitalisation boursière plus élevée que BYD à 744 milliards. Donc, moins de croissance, des marges plus faibles, mais ont quasiment 20-30 % de plus de capitalisation boursière au bout de la ligne. Donc, ma perception rapide, c'est que Tesla est probablement surévalué si on se base juste sur les opérations de véhicules, alors que BYD est probablement sous-évalué au bout de la ligne. Par contre, Tesla a sorti publiquement sur la logique du concept de véhicule autonome, qui a beaucoup de revenus peut-être à aller chercher avec là, et également du robot Optimus sur lequel il travaille, donc beaucoup peut-être de revenus potentiels autres que juste dans la production de véhicules. Je ne sais pas du côté de BYD où est-ce qu'ils en sont dans ce genre de autres projets de génération de revenus, mais c'est peut-être ce qui explique un petit peu la narrative des deux actions boursières à l'heure actuelle. Et un point important à pas oublier,
Tesla a ce qu'on appelle un Elon Musk, qui habituellement est capable d'impacter beaucoup la valeur d'un stock boursier. Je pense qu'une des narratives qui s'est vraiment installée chez Tesla au cours des dernières années concernant leur valorisation boursière, Jonathan, puis tu nous diras ce que tu en penses, c'est cette fameuse perception comme quoi ce n'est pas une entreprise automobile, c'est-à-dire qu'ils se brandent davantage comme une organisation technologique, ce qu'ils sont essentiellement en partie, et ça leur donne une valorisation qui est totalement différente de ce qu'on peut voir pour les autres constructeurs américains ou même européens, par exemple. Un des points que j'aimerais rajouter sur ce que tu as mentionné qui est assez intéressant, je lisais récemment le livre de Elon Musk. Encore une fois, je tiens à le dire pour les gens qui nous écoutent. Peut-être qu'on pourra faire un podcast, Jonathan, là-dessus quand tu l'auras lu. Mais si tu l'as pas lu, mets ça dans ta liste de lecture. C'est de loin le meilleur livre de 2023 que j'ai lu et je serais peut-être prêt à dire le meilleur livre que j'ai lu dans les 5 dernières années. Excessivement fascinant. Et un des points qui était intégré à l'intérieur du livre parlait un petit peu de la croissance de Tesla en Chine, qui a pris un certain temps. Ça ne s'est pas fait en un essai. Ils ont fait une première initiative, je pense, en 2016. Ça n'a pas été tellement fonctionnel parce que on leur disait que pour s'installer en Chine, habituellement, une entreprise automobile doit automatiquement passer par ce qu'on appelle un joint venture, ce que Elon Musk n'est pas friand de faire. Il veut contrôler ses opérations, contrôler ses lignes de production et veut pas faire d'association avec aucun joueur. Donc finalement, il a discuté, il a trouvé un partenaire qui finalement l'a aidé à s'installer en Chine. Je pense que ça s'est fait en 2017 ou en 2018 et ils ont été capables de s'installer en Chine et 2 ans après leur installation officielle, donc on parle ici aux alentours de 2020, la Chine représentait plus de 50% de production de véhicules de Tesla dans le monde. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être même encore plus. Je parle ici de production, pas de vente. Important de le mentionner. Parce que tu en parlais un petit peu plus tôt, la production, faut les produire, ces véhicules-là. C'est un des trucs les plus difficiles à faire. Encore une fois, il en parle dans le livre. Qu'est-ce que Elon Musk devait faire pour s'assurer que les véhicules soient construits? C'est assez exceptionnel. Donc, ça en dit long sur l'impact que la Chine peut avoir sur l'industrie des voitures électriques. Et un dernier point que j'aimerais mentionner, Elon Musk faisait poser la question récemment, qui sont tes plus grands compétiteurs? Qui penses-tu qui va être capable de prendre des parts de marché? Est-ce que ça va être Rivian aux États-Unis ou tout ça? Il a dit, il risque d'avoir Tesla et les 5 autres compétiteurs par la suite risquent d'être des entreprises chinoises. Donc, clairement, la Chine va vite, travaille bien et on le voit avec BYD, il risque peut-être d'avoir d'autres compétiteurs qui vont s'installer bientôt, qui vont être des joueurs importants. Après, ça serait peut-être un point à aller analyser, de voir à quel point que ces organisations-là font de l'exportation en dehors du pays où ces ventes sont essentiellement en Chine, ce qui est très correct quand on sait que la Chine a plus d'1 milliard de personnes. Mais je serais curieux de voir si c'est des organisations qui ont été capables d'avoir une exportation autre que domestique pour voir si, au final, on risque de voir ces voitures-là au Canada ou aux États-Unis dans le futur. C'est toujours intéressant de voir la dynamique de qu'est-ce qui se passe en Chine et maintenant en Inde, qui est devenu le pays le plus populeux à travers la planète, le plus peuplé. Pour nous, c'est un peu un mystère de ce qui se passe là-bas, mais il s'en passe des choses et je suis en train de terminer le livre que tu m'avais recommandé, Antoine, qui est Amazon Unbound. Wow. Et il explique toute la dynamique quand ils ont essayé de rentrer dans le marché de la Chine. Ils ont eu une problématique, ils l'ont pas bien fait. Ils ont modifié leur modèle pour réussir à rentrer en Inde, mais toute la logique de la politique, des processus, de la culture, du réseau technologique autour pour venir supporter ces choses-là, c'est complètement différent de nos mentalités d'affaires puis de comment réussir à grandir une entreprise. Et c'est très opaque comme marché. Tu sais, c'est difficile pour nous de voir ce qui se passe réellement là-bas. Mais fort à parier que ces deux pays-là, honnêtement, comme tu dis, les plus grands compétiteurs de Tesla vont venir de là. En contrepartie, comme tu disais, Tesla n'est pas juste un fabricant de véhicules automobiles. Il a absorbé il y a quelques années SolarCity, qui était un autre venture que Elon Musk avait parti avec son cousin. Son cousin, exactement. Et donc, il y a la conduite automobile autonome, il y a les robots. Et là, il y a la partie justement des toits qui peuvent générer de l'électricité avec SolarCity. Il y a plusieurs tentacules à Tesla pour générer des revenus devant tout ça. Donc, je pense que oui, pour la partie automobile, c'est le côté chinois. Il va falloir surveiller le côté de l'Inde, à quel point ils vont devenir dominants sur les différents marchés. Mais une chose est sûre, par contre, c'est que le fait qu'ils aient implanté des usines en Chine les aide ailleurs. J'ai écouté un documentaire la semaine passée là-dessus. La vitesse à laquelle ils ont réussi à construire et à améliorer et accélérer la capacité de production des différentes usines en Chine était beaucoup plus rapide que ce qu'ils ont été capables de faire en Europe et aux États-Unis. Et ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de prendre
des délégations de gens qui ont ouvert ces usines-là ou qui opèrent les usines en Chine pour les envoyer un petit peu partout à travers la planète pour venir leur dire comment faire les choses pour réussir à atteindre la même croissance puis la même capacité de production qui est ce qui a été fait en Chine. Donc, il y a de la connaissance et de l'expertise qui est disponible, entre autres en Chine, qui ne semble pas être disponible un peu partout. Et Tesla est en train d'en prendre avantage, le fait qu'ils ont mis pied à terre là-bas. Ils ont maintenant de la bonne main-d'œuvre qu'ils peuvent renvoyer dans d'autres usines à travers le monde. Clairement. Puis écoute, on parle un petit peu de l'Inde. Je faisais des recherches simplement pour aller analyser à quelle vitesse de croissance leur GDP accélérait, le GDP qui est l'indice vraiment pour regarder la richesse d'un pays. Et tu vois, on a une vision de croissance pour l'année fiscale de 2023-2024 de 6,9% de croissance, ce qui est une des croissances les plus fortes en ce moment dans le monde pour le GDP. Donc, vraiment, l'Inde en ce moment est en croissance assez forte. Donc oui, c'est un mystère ces pays-là, mais si on pense que l'Europe est seule dans une dynamique de marché mondial, on vit dans une bulle. Il y a énormément de vitalité économique qui se déroule dans les pays que tu as mentionnés un petit peu plus tôt, Jonathan. Mais il faudrait ultimement sur le podcast avoir des experts qui viendraient nous parler un petit peu de ça parce qu'il y a des entreprises québécoises qui commencent à s'installer en Inde et qui sont installées depuis un bon bout de temps déjà. Tu es dans le domaine technologique. CGI est en Inde depuis un bon bout de temps maintenant. Levio, qui ont fait une acquisition il n'y a pas tellement longtemps de ça pour s'installer en Inde. C'est un endroit où est-ce qu'il y a énormément de talent en technologie. Bref, ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus. Absolument. Je suis du même avis que toi, Antoine. Donc, après Apple qui, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont innover dans le futur. Tesla qui a vraiment des concurrents impressionnants qui prennent des parts de marché. Quelles sont les autres nouvelles qui ont marqué ton attention, Jonathan? La prochaine nouvelle va changer mon quotidien si ça se concrétise. Je suis un grand utilisateur de Google Assistant sur mon téléphone Android. Il y en a d'autres qui l'utilisent Siri sur Apple. Je ne sais pas si Antoine, si toi tu l'utilises, mais je t'explique ce que moi j'observe depuis, je dirais à peu près un an, là, depuis que ChatGPT est sorti. Beaucoup de frustration dans l'utilisation de Google Assistant. On parle avec l'assistant qui est supposé d'être une forme d'intelligence ou intelligence artificielle. Plus qu'on avance, moins qu'elle nous comprend. C'est pas fluide et on voit de l'autre côté OpenAI, entre autres, dans Bing Chat, on est capable de converser verbalement avec et c'est hallucinant à quel point il comprend bien, entre autres, le français québécois. C'est très, très rare qu'il va faire une faute de compréhension. Puis si jamais il y en a une, il va la corriger par lui-même. Et là, moi, ça fait des semaines, voire des mois, je me dis, mon Dieu, si je pouvais, à partir de mon téléphone, remplacer Google Assistant par un ChatGPT, mais verbal, ma vie serait honnêtement à un autre niveau. Et pour avoir plusieurs haut-parleurs Sonos chez moi, j'ai quand même souvent une conversation régulière avec Google Assistant. Et elle me comprend tellement mal, Google Assistant, que ça en est rendu une blague continuelle avec ma conjointe. Eh bien, bonne nouvelle, il y a des informations qui ont sorti dans les 2 derniers jours. Il y a un développeur qui a analysé le code de la dernière version de ChatGPT et il y a des traces que OpenAI est en train de développer une fonctionnalité pour remplacer notre assistant intelligent sur nos téléphones par ChatGPT en version vocale. Donc, ma perception, ma prévision, c'est que d'ici 4 à peut-être 8 semaines, ChatGPT va officialiser cette fonctionnalité-là pour venir remplacer Google Assistant, venir remplacer Siri, venir remplacer Alexa. Et là, ils vont le réveiller des grands géants, là. Ça veut dire que ChatGPT, OpenAI vont venir encore plus chatouiller Amazon, chatouiller Apple, chatouiller Google. Et là, ça se fait en même temps dans le giron de Microsoft. Donc, à suivre. Je pense que ça va nous donner une plus grande facilité à accéder à l'intelligence artificielle dans notre day-to-day, dans notre quotidien. Et de mon côté, j'ai extrêmement hâte que ça sorte parce que je vois la technologie, elle est rendue où. Et c'est juste une question d'accessibilité. Et ça va être le petit morceau qui manque pour être plus accessible directement dans nos poches. Puis écoute, j'aimerais faire un parallèle ici, plutôt rebondir sur le point que tu as mentionné avec ChatGPT. Bon, avoir l'intelligence artificielle chez nous qui va pouvoir nous aider comparativement à Google Assistant ou à Siri. Je pense que on voit venir les prochaines étapes de l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a ce qu'on appelle les language models en ce moment qui nous aident à faire certaines tâches au quotidien. On est capable de voir que ce n'est qu'une question de temps
avant de sentir cette expertise, cette intelligence-là s'intégrer dans le domaine voice un peu et d'avoir maintenant des Alexa, des Siri 10 fois plus performants, on va dire ça comme ça, qui sont capables de faire des tâches encore plus poussées. Donc, je pense que tout le monde qui utilise un peu l'intelligence artificielle est capable de le voir en ce moment. Mais il y a un point qui a capté mon attention et je ne pense pas, Jonathan, qu'on a parlé sur le podcast et tu me corrigeras si on l'a fait. C'est la poursuite qu'intente le New York Times sur ChatGPT et Microsoft. Je sais même pas si c'est dans les nouvelles que tu avais préparées d'ailleurs, mais je trouve ça intéressant de rebondir là-dessus parce que peut-être pour donner un petit peu de contexte aux gens qui nous écoutent, le New York Times, je pense qu'ils font une poursuite au moment où on se parle contre ChatGPT à la hauteur de plusieurs milliards de dollars concernant des enjeux de copywriting. Donc, littéralement, là, si on a à vous le résumer très simplement, vous faites une requête à ChatGPT et des réponses que vous allez pouvoir revenir étaient littéralement au mot près des articles, du contenu qui avait été publié par le New York Times. Donc, au-delà de simplement avoir utilisé le contenu complet de New York Times pour bâtir un petit peu son intelligence artificielle, l'intelligence artificielle de ChatGPT reprend mot pour mot des extraits de New York Times et avec la loi américaine, c'est là que ça devient illégal et là, il y a une poursuite qui s'intente ici par rapport à ça. Pourquoi j'amène ça? J'aimerais ouvrir une discussion avec toi et avoir ton opinion. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir les limites que ces technologies-là ont? Et je m'explique. La technologie, elle est très forte, mais on s'en rappelle. La technologie sans le data ne sert pas à grand-chose. OK? C'est-à-dire que tu peux avoir une intelligence artificielle qui est forte, mais tu dois l'entraîner, cette intelligence artificielle-là. Tu as besoin de lui donner du data. Et d'ailleurs, le New York Times a été une des grosses bases de data sur laquelle ChatGPT a été entraîné. Et là, ça m'amène vraiment une réflexion et peut-être même quasiment une discussion, une réflexion philosophique de se dire, c'est pas là peut-être qu'on va voir une recrudescence d'un nouveau modèle d'affaires peut-être pour les médias. Et j'ouvre la discussion ici parce que définitivement que eux, c'est une question de temps là, qu'ils vont avoir. Je sais pas exactement quel type de modèle d'affaires va être créé, mais ils vont recevoir des dividendes année après année, des licensing deals année après année, afin que les intelligences artificielles bâtissent leur expertise sur leurs data. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce qui se déroule un petit peu dans cette joute-là? Je sais pas si tu l'avais suivi de ton côté. Et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très proche parce que ça peut ralentir beaucoup le développement de l'intelligence artificielle s'ils sont retrouvés coupables là-dedans. Par contre, il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne en arrière. C'est que là, présentement, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui produisent du contenu. Ça peut être des journaux, des journalistes, ça peut être des auteurs de livres, ça peut être des auteurs d'articles de blog. Et là, l'intelligence artificielle va rassembler tout ça pour l'emmagasiner un peu dans sa mémoire comme un humain. Fait que ça, c'est du contenu qui est produit par l'humain. Maintenant, il existe du contenu synthétique, donc que l'intelligence artificielle peut produire lui-même et s'inspirer de ça pour faire des réflexions et produire d'autres contenus. Donc là, on est dans une phase de l'intelligence artificielle où c'est le contenu humain qui est utilisé. Et un des grands drapeaux jaunes, ou même drapeau rouge qui est levé par la communauté, c'est les droits d'auteur, mais deux, c'est qu'il y a une limite de capacité d'absorber ce contenu-là, ou plutôt de disponibilité de ce contenu-là. On ne peut pas aller chercher plus de contenu humain que ce que l'humain peut produire. L'étape suivante, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui apprend un peu comme un humain fait et qui lui-même produit son contenu. Donc, moi, je vais aller de manière très loin devant nous, mais le contenu de l'humain est juste un début du puzzle complet au bout de la ligne et je pense que le contenu synthétique, à terme, risque peut-être d'être encore plus pertinent ou plus évolué ou plus poussé que le contenu humain lui-même. Donc, c'est juste la première pierre pour faire tourner un petit peu la roue. Mais ça dépend quel type de contenu. Je pense qu'il y a peut-être là le point à mentionner, ça dépend quel type de contenu parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de ChatGPT en ce moment que des gens littéralement vont l'utiliser au lieu d'utiliser Google pour faire des recherches spécifiques sur des contenus qui ont été sortis. Et là, je pense que c'est surtout ici que s'intègre l'ajoute de se dire, ça va être quoi leur part du gâteau aux médias ou aux créateurs de contenu là-dedans? Parce que c'est excessivement difficile à délimiter, là. Excessivement difficile à délimiter, mais le point que le New York Times fait est très valide et je pense que je ferais la même chose si j'étais eux, là. Et le New York Times, est-ce qu'ils utilisent des outils d'intelligence artificielle pour produire leur propre contenu? Parce que là, on peut faire une référence au contenu initial qui a été fait, mais on n'a pas une certitude que c'est vraiment un humain qui l'a fait au complet et non un humain aidé de l'intelligence artificielle qui lui-même s'est inspiré d'ailleurs. Et c'est là que ça vient un multicouche qui est difficile à voir au travers, puis qui devrait avoir quelle part du gâteau, là.
Donc, dernier point, qu'est-ce que tu as à ton agenda, Jonathan, partagé avec notre audience? Je complète avec l'accessibilité de l'intelligence artificielle. Microsoft a lancé officiellement dans les dernières heures l'accès direct à Microsoft Copilot pour justement converser un petit peu avec l'équivalent de ChatGPT à la sauce Microsoft. Donc, c'est possible autant verbalement qu'en format texte. Et le grand avantage que Microsoft a et que les utilisateurs ont à utiliser Copilot AI, c'est qu'il y a une capacité de voir ce qui se passe sur votre écran. Donc, exemple, si vous êtes dans PowerPoint et vous demandez à Copilot, peux-tu m'aider à créer un PowerPoint de 12 pages sur un sujet X? Il va pouvoir le faire ou vous aider à le faire de manière extrêmement efficace. Donc, ça sera accessible à partir de la touche contrôle droite de votre clavier si vous êtes sur Windows 11. La fameuse touche que personne n'utilise. Tout le monde utilise le contrôle de gauche, mais jamais celle de droite. Donc, ils ont été brillants. Ou la touche FN pour la touche fonctionnalité. Ça va dépendre de votre ordinateur si vous êtes sur Windows 11. Donc, c'est en déploiement progressif. Je vous invite à l'utiliser. Moi, je l'utilise déjà sur mon téléphone mobile et c'est justement cette intelligence-là que j'espère qu'il va être disponible par défaut quand on parle à nos téléphones. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'ordi. Ça va être assez impressionnant, je pense. On avait dit dans le dernier podcast que nos prédictions pour 2024 allaient tourner autour de l'intelligence artificielle. Je te fais une autre prédiction. Nos discussions sur le podcast Hypercroissance, discussions d'affaires en 2024, tourneront très souvent autour de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est inévitable. Ça va être assez intéressant de voir ça et peut-être même que dans des prochains épisodes, on pourra partager ce que vous faites chez OpenMind à l'intérieur de votre entreprise avec l'IA, également ce que nous, on est en train de développer chez J7. Je pense que ça peut aider notre audience. Avant que je te laisse filer, Jonathan, d'autres nouvelles pour les gens qui nous écoutent? C'est complet, Antoine, pour cette semaine. Fantastique. Merci encore d'avoir pris du temps, Jonathan, aujourd'hui. Toujours intéressant d'avoir ces différentes nouvelles-là. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.